Arabelle FM à Bruxelles, sur le 106.8. On replonge dans l'édition de la rédaction pour parler de toute autre chose. Comme chaque lundi, la rédaction accueille un de ses partenaires. Ce lundi, c'est Edgar Schultz de Pax Christi qui est avec nous en studio pour nous parler de propagande. Rien que ça. Edgar, bonjour. Bonjour. Alors, dans le prochain numéro du magazine Pax, Signe des temps, il sera question donc de propagande. Avant peut-être d'en parler plus amplement, peut-être une petite définition de ce que c'est la propagande, un rappel historique également. Ben oui, ça vaut la peine, parce qu'on est un peu perdu par rapport à ce sujet-là. Alors pour donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut, je dirais que c'est l'élaboration stratégique et concertée de messages visant à donner l'image d'un pouvoir, une image positive du pouvoir qu'il émet, ou négative des ennemis de ce pouvoir-là, en utilisant le cas échéant le mensonge, la tromperie, les demi-vérités. Alors c'est pas quelque chose qui est neuf, loin de là évidemment, mais c'est peut-être quelque chose dont on s'est mal prémuni ces dernières années parce que on avait tendance à envisager la propagande uniquement comme propagande américaine. Hein. Les États-Unis étant devenus la seule superpuissance mondiale, on avait développé des outils de protection face au discours propagandiste américain qui est tout à fait avéré et contre lesquels il faut se protéger, mais on a peut-être perdu de vue le fait que d'autres pouvoirs, en général hostiles aux Américains, utilisaient eux aussi des outils de propagande, et c'est notamment pour le moment en particulier le cas de la Russie. Et disons que tout ce qui est de l'ordre de la critique des médias, c'était plus focalisé sur la propagande américaine et la défense contre les mécanismes de protection contre la propagande américaine que contre la propagande russe, qui recourt notamment, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'y est intéressé, à des outils tels que le complotisme, essayer de montrer on y reviendra. Alors certains estiment que la propagande, c'est un peu l'ancêtre de la publicité, sous une autre forme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. La différence, je dirais, c'est que la propagande est, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a défini, est au service d'entités politiques, là où la publicité, recourant en général au même mécanisme de tromperie, de séduction, de jeu sur les apparences, cherche à nous faire dépenser notre argent. La propagande cherche à nous influencer politiquement. Mais un des ouvrages les plus célèbres en la matière, un livre d'Edouard Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, s'appelle Propaganda et montre très bien l'articulation entre le vieux discours propagandiste des États et le nouveau discours de la publicité. Alors revenons donc au dossier du signe des temps. Vous parlez notamment de retour de la propagande, en particulier la propagande d'État. Pourtant, on a l'impression que cette propagande, finalement, elle n'a jamais cessé d'exister. Oui, le terme retour est un peu trompeur, mais comme je le disais, c'est la propagande en fait. C'est la propagande d'autres pays que les États-Unis, quoi. C'est-à-dire qu'on sait, voilà, en tout cas, si on est un peu formé, on a lu beaucoup de choses. Moi, j'ai été biberonné, j'ai 39 ans, j'ai été biberonné à la critique des médias, à apprendre que les médias étaient aux mains de certains groupes de presse qui étaient plutôt, en général, favorables à telle ou telle politique. J'ai appris à décoder l'ensemble de ces messages, mais il y a une série de nouveautés qui ont trait, comme je le disais, au fait que il y a désormais d'autres pays extrêmement puissants qui utilisent des mécanismes de propagande, et qu'en outre, ces mécanismes de propagande sont relativement neufs à l'âge des réseaux sociaux. On peut compter sur la viralité et sur un certain sentiment anti-américain, parfaitement légitime, pour, en tout cas c'est le cas d'un pays comme la Russie, essayer de faire en sorte que l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. On peut être tout à fait, c'est mon cas, hostile à l'impérialisme américain, c'est pas pour ça qu'on doit trouver l'impérialisme russe sympathique. Or, certains mécanismes de propagande ont tendance à encourager ce type de sentiment basé sur l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et bon, voilà, on entre dans des logiques simplistes, évidemment, à partir de ce moment-là. Et justement, donc on pointe quasi exclusivement du doigt la propagande liée à la politique américaine. Pourtant, donc les Américains ne sont pas les seuls à user de la propagande. Vous avez longtemps évoqué le cas de la Russie. Je crois même que c'est le lieu de naissance, entre guillemets, de la propagande. Le terme propagande, non, en tout cas, le fait de l'utiliser. Oui, de naissance, c'est toujours des phénomènes complexes, donc c'est difficile à dater, mais il y a vraiment des innovations, en tout cas pour le moment, dans la Russie poutinienne, qui sont assez fascinantes. Il y a un article du New Yorker qui date d'1 an et demi, qui parle d'usine à trolls. Donc il y a une série de bâtiments, le journaliste en question n'en a visité qu'un, mais
d'après ces élaborations, et ça on peut discuter du chiffre, il y en aurait une trentaine dans toute la Russie, où travaillent jour et nuit des personnes qui ne font rien d'autre qu'intervenir sur Facebook, sur les forums des médias, pour même pas spécialement défendre la politique russe, mais semer la confusion et détruire rhétoriquement, des cibles très précises, comme par exemple l'Union européenne, etc., en créant ce que même appelle une espèce de bruit blanc qui fait que le débat devient impossible à tenir parce que une série enfin voilà, c'est des trolls, quoi, une série d'opinions qui noient la clarté du débat. Et donc, imaginez qu'il y ait potentiellement, d'après ce journaliste, mais même si le chiffre est exagéré, ça reste impressionnant, 30 000 personnes qui jour et nuit ne font rien d'autre que payer par les Russes à un salaire de professeur d'université, diffuser des messages sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est assez impressionnant. Alors Edgar Scholz, la propagande russe semble moins connue, moins acceptée, mais également moins critiquée, c'est l'un de vos constats? Voilà, exactement. Selon cette logique de camp, de campisme, on pourrait appeler ça comme ça, qui fait que, comme les Russes sont les ennemis des Américains, et que nous serions sous la coupe de la propagande américaine, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont tendance à minimiser, sur le dossier syrien, ça c'est évident, les crimes de la Russie, l'interventionnisme russe, etc., et à traiter tous ceux qui critiquent la Russie de pro-américains. Et voilà, c'est une espèce de simplification, dualisation du débat qui arrange très bien Poutine. Et il faut rappeler aussi qu'il y a évidemment une série de réseaux qui sont réactivés, de réseaux qui datent de la guerre froide, de réseaux qui étaient à l'époque pro-communistes et pro-soviétiques, qui ont gardé des liens étroits avec les Russes et qui, notamment en France, participent activement à cette tendance à dualiser le monde et à nous demander de choisir notre camp. Moi, j'ai pas envie de choisir mon camp entre Poutine et Obama, et encore moins entre Poutine et Trump, évidemment. Alors Edgar Scholz, on parle beaucoup de propagande d'État, il y a aussi la propagande d'organisation, on pense à Daesh notamment qui surfe énormément sur cette vague. Oui, qui se prétend être un État désormais, puisqu'ils ont déclaré le califat dont ils souhaiteraient peut-être, je ne sais même pas, mais qu'il soit reconnu par l'ONU à terme. Oui, donc c'est le fait de souhaiter influencer les gens, c'est évidemment le propre de n'importe quelle organisation. Mais la caractéristique spécifique de la propagande, c'est de le faire au nom d'un État ou d'une entité politique, souvent, ça marche beaucoup mieux, en discréditant ses ennemis qu'en vantant ses propres mérites. On est souvent beaucoup plus efficace quand on dit du mal des autres que quand on dit du bien de soi. Et c'est clair qu'on se rend bien compte quand on étudie les mécanismes de communication de Daesh qui sont très très au point. Leur revue d'Abik qui est extrêmement léchée. On sent bien que les vidéos qu'ils ont diffusées ont été travaillées pour marquer. Enfin, c'est un mélange étrange de barbarie complète et de recours aux techniques de communication les plus pointues. Alors il y a la propagande, mais il y a aussi la contre-propagande. Ces lanceurs d'alerte, comme vous les nommez, sont utiles à la cause, mais ils restent tout de même critiquables. Pourquoi d'après vous ? Bon, ça dépend de qui on parle. Là, il faut voir cas par cas. Mais c'est vrai que si on prend par exemple le cas de Snowden, je ne dirais pas qu'il est critiquable, mais donc c'est ce consultant en informatique qui a montré que les États-Unis espionnaient l'ensemble des communications électroniques mondiales. C'est vrai que il est un peu tombé dans cette logique de campisme que je dénonçais, puisqu'il est désormais abrité par la Russie, et que au nom toujours de cette logique un peu simplificatrice et dualisante, si pas Snowden, en tout cas ceux qui le soutiennent, à juste titre, ont tendance à du coup minimiser les crimes des Russes ou à trouver que c'est intéressant qu'il y ait un havre ou un lieu sûr pour des gens comme lui, mais ça l'amène parfois, ou ça amène ses supporters à minimiser les problèmes et les violations des droits de l'homme des pays qui l'accueillent. Alors on parle d'Edward Snowden, mais aussi Julian Assange pour le fameux Wikileaks. Lui aussi, il est un peu dans la même coupe. C'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé au moment de la campagne électorale américaine, on avait quand même un peu l'impression que Wikileaks était au service de Trump, ou en tout cas en service commandé pour détruire Clinton. Maintenant, il faut voir les documents auxquels il a accès et ce qu'il peut diffuser.
voilà, là on entre dans le monde très obscur des services secrets, des fausses fuites, des fuites instrumentalisées, etc. Et là, je vous avoue que ma connaissance des services secrets est là, c'est un peu trop réduite pour pouvoir dire des choses très, très pertinentes là-dessus. Alors pour revenir à la propagande russe, une propagande qui est mieux organisée, puisque je vous cite, les internautes n'hésitent pas à s'informer via des sites d'information ouvertement pro-Poutine. Oui, c'est donc là il y a le cas de Russia Today, de Sputnik News, qui sont des officines médiatiques extrêmement puissantes, et qui sont très partagées sur Facebook, en tout cas si j'en crois mes réseaux. Et ce qui est assez fascinant de mon point de vue et qui corrobore ce que je disais plus tôt, c'est à quel point ces articles sont partagés par des gens qui sont extrêmement critiques des médias, et tout se passe comme si cette critique était soudainement suspendue quand la propagande venait du camp d'en face. Donc on est très prompt à dénoncer la manipulation, à juste titre, en provenance des États-Unis, mais quand vous avez des agences de presse qui sont des agences officielles, qui sont directement payées par l'État russe, qui n'est quand même pas le cas du New York Times ou du Washington Post, là soudainement l'esprit critique semble annihilé et on partage et on prend comme vérité des propos simplement parce qu'ils nous arrangent. C'est quelque chose dont on a aussi pas mal parlé dans la foulée de l'élection de Trump, c'est cet effet de politique post-vérité. Au fond, sur Internet, on trouve tellement de tout que quoi qu'on pense, on trouvera quelque chose qui confirme ce qu'on pense, et la vérité, ça ne devient plus des faits soigneusement recoupés par des journalistes méticuleux, mais ça devient ce qu'on a envie de penser. Comme je le disais quelque part, ce qui est un peu tragique, c'est que le meilleur slogan pour résumer le fonctionnement de la presse actuellement, c'est le slogan du site satirique Nord Presse, qui dit Nord Presse, les infos que vous aimez bien. Voilà, on donne aux gens les infos qu'ils aiment bien et donc qui correspondent à leur horizon d'attente idéologique, plutôt que des faits soigneusement recoupés qui peuvent parfois choquer nos préjugés, nos a priori, et nous forcer à remettre en question nos points de vue. Alors finalement, la Russie aura réussi à mettre en place une forme de propagande qui ne semble pas en être une, elle a accepté par le citoyen lambda. Oui, alors je pense que ça va changer, de la même façon que l'efficacité de la propagande américaine a été réduite par tout le travail très utile qui a été fait depuis le début des années 90, de critique des médias, de démontage et déconstruction de la propagande américaine. J'imagine que ce travail va être fait à propos de la Russie aussi. Donc je pense que c'est une efficacité qui est amenée à perdre de son envergure dans le temps, mais pour le moment c'est vrai qu'on a l'impression d'être très peu immunisé par rapport à cette propagande-là. Oui. Alors on a l'impression également, Edgar Schultz, que la propagande et tout ce qui est autour nourrit ce qu'on appelle le complotisme, les théories du complot, notamment à l'égard des États-Unis encore. Oui, et là il y a quelques articles scientifiques de chercheurs qui ont montré, il y a un type qui s'appelle Yablokov notamment, qui est un Russe, qui a montré à quel point la diffusion de théories du complot était un outil diplomatique russe visant à saper la confiance que les citoyens d'Europe occidentale ou des États-Unis ont envers leurs propres institutions. Et évidemment, dans la mesure où on vit une situation de crise économique, on vit une situation d'accroissement des inégalités, il est tout à fait légitime que la confiance envers les institutions se réduise. Et donc ça vient mettre la diffusion de théories du complot, vient donner une cause fausse à ce sentiment de perte de confiance, et une cause qui est dépolitisante, parce que si vous pensez que toutes les ficelles sont tirées de façon cachée dans les coulisses par des gens très puissants contre lesquels vous ne pouvez rien, vous allez avoir tendance à vous désengager politiquement et à en fait renforcer les symptômes et les problèmes dont vous souffrez déjà. Alors rapidement, peut-être encore une dernière question, Edgar Schultz, un mot de la fin en guise de conseil peut-être. Que peuvent faire les auditeurs, les lecteurs pour être plus vigilants ? Alors, j'ai tendance à dire que il faut essayer de se confronter à, si vous êtes de gauche, vous devez lire des journaux de droite. Si vous êtes de droite, vous devez lire des journaux de gauche. Si vous êtes farouchement pro-palestinien, vous devez lire des articles de bons journaux israéliens, et réciproquement, c'est-à-dire essayer de provoquer en soi la dissonance cognitive, donc d'être exposé à des faits et à des récits qui ne correspondent pas à vos a priori, histoire de
de renforcer vos positions. L'idée, c'est pas que finalement on arrive à ne rien penser sur rien et on soit tous des centristes qui n'aient pas d'avis sur le conflit israélo-palestinien. C'est pas du tout ça. C'est simplement d'affiner ses points de vue en les confrontant aux points de vue d'en face et aux informations d'en face, parce qu'il y a non seulement l'interprétation des faits, mais il y a les faits eux-mêmes. Et donc à l'ère des réseaux sociaux, ça veut aussi dire, il y a presque une éthique de l'amitié, ça veut aussi dire entretenir des amitiés avec des gens qui ne pensent pas comme nous, en respectant leur point de vue, pour autant qu'ils soient énoncés de façon correcte, etc., etc. Edgar Schott, je rappelle que vous êtes chargé de projet à Pax Christi Wallonie-Bruxelles. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM. Al-Madbar, c'est la cuisine en arabe. Al-Madbar, sur la majestueuse place communale de Schaerbeek, c'est le palais des délices. Cuisine marocaine, tunisienne, algérienne.